Donc je vais vous présenter un peu notre philosophie et puis ensuite comment on fonctionne euh, à travers des exemples. Et alors moi, j'aime, enfin, c'est un clin d'œil un peu marketing. La science participative 2.0, c'est précisément pas du big data ou de l'intelligence artificielle, c'est voilà par clin d'œil ce que j'appelle le quality data et mobiliser l'intelligence collective dans ces sciences participatives. Là, je dis pas que ça c'est ce que doit être les sciences participatives, c'est vraiment notre positionnement, hein. C'est ça l'idée que je vais illustrer par un des derniers projets qu'on a accompagnés qui s'appelle Mission Hérisson, qui est un projet qui est porté par la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, et qui est assez proche en fait d'un capteur, puisque on va construire un tunnel à empreinte, soit qu'on assemble à partir de ce qu'on a acheté, soit qu'on le fait soi-même dans son garage, pour détecter la présence de hérissons de manière assez standardisée, puisque chacun va utiliser le même protocole. Et c'est assez technique cette façon de collecter de la donnée, hein, puisque il va falloir le construire, préparer l'huile à partir de l'encre, pardon, à partir d'huile et de poudre de charbon, l'étaler soigneusement le soir, et puis revenir le lendemain matin le relever. Donc là, un exemple de participation. Alors tout ça se fait principalement dans les jardins. On a bien ce souci RGPD et notre choix quand on affiche les données, qui résout pas tout, mais qui est au moins un choix, c'est de ne pas pouvoir zoomer très précisément sur l'endroit où a été posé le jardin. Donc la donnée est très précise dans nos bases, mais elle n'est pas précise quand on l'expose. Ce qui ne résout pas tout, mais qui est en partie une réponse. Et tous les matins, l'observateur vient, le participant vient relever son capteur, enfin son tunnel à empreinte dans l'occurrence, et va découvrir ce qui s'est passé la nuit. Et c'est assez magique de voir cette encre, c'est vraiment c'est une œuvre, presque une œuvre d'art à l'encre de Chine qu'ont laissé des petites bêtes qui sont passées. Il va partager ça et identifier ces empreintes avec toute la connaissance qu'on a et le partager. Et très vite, on a par les autres participants des suggestions, une validation de ces identifications. Là, j'avais préparé ça mercredi dernier, 11 novembre, et dans l'après-midi, et il y avait déjà des validations de la donnée qui avait été déposée le matin. Donc le réseau est très actif, même si on est quand même assez en fin de saison pour cette bestiole. Là, vous avez la home telle qu'elle était le 11 novembre, 660 participants. C'est un projet qui a été mis en place le 16 juillet cette année. C'est un participative biodiversité, on est en plein été, tout le monde est en vacances. Alors la LPO est très mobilisée et sont très efficaces hein, pour recruter, mais ça a été le meilleur lancement depuis 10 ans d'un projet sciences participatives protocolé. 661 participants, ce sont ceux qui ont posé au moins une fois un tunnel. Euh, le maximum doit être, je ne vais pas regarder, mais c'est une vingtaine d'empreintes, hein. Donc la plupart, on est dans un... Non seulement il y a beaucoup de participants, il y a plusieurs milliers d'inscrits aussi qui n'ont pas participé, mais on n'a pas de super participants comme dans beaucoup de projets. Presque tout le monde a une, deux, trois, cinq empreintes et constitue ce total. Donc on a vraiment une mobilisation assez impressionnante autour de ça. Alors ça illustre, comme je l'ai dit, notre positionnement. Dans les sciences et recherches participatives, on a vraiment deux grandes familles que sont plutôt la recherche participative qui fait de la co-construction de questions, notamment problématisation avec des parties prenantes. Donc ça, on s'en occupe pas du tout. On est vraiment dans des sciences, enfin ce qu'on appelle du coup par faciliter les sciences participatives, la coproduction de données, et au sein de ces coproductions de données, plutôt des données structurées, et voire même des données structurées enrichies par les participants, j'y reviendrai. L'autre chose que ce qui est illustré par Mission Hérisson, c'est que finalement, là, on a probablement un des projets de sciences participatives qui demande le plus d'efforts de la part du participant hein, en termes d'installation, de construction, de relevé, de prise de photos, etc., pour produire une donnée.
Et malgré tout, on a un engagement qui est assez phénoménal pour ce type de projet. Et finalement, un exemple qui semble indiquer que l'intuition qu'il faut que ça soit simple et drôle pour que les gens participent n'est pas forcément euh, toujours tenue. Et je mets ça en relation avec un psychologue a appelé l'expérience optimale, un psychologue qui a étudié les joueurs vidéo et les joueurs de jeux vidéo, qui disait que en fait, pour que les joueurs continuent à participer et passent des heures devant leurs écrans, il fallait proposer une expérience qui correspond en termes de performance à ce que le participant peut réaliser, que ce soit ni trop simple, sinon on s'ennuie, ni trop compliqué, sinon on tombe dans plutôt des phénomènes d'anxiété ou de rejet. Et pour moi, les séances participatives, pour être réussies, c'est vraiment trouver cette expérience optimale qu'on va proposer aux participants et qui va les représenter un challenge suffisant pour qu'ils se sentent. Il y a plein de mécanismes psychologiques derrière, mais je dirais qu'ils se sentent utiles et nécessaires à la participation. Et ils trouvent leur compte. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'envisager de faire de collecter des données structurées, complexes, adossées à des protocoles, donc qui vont permettre une forme de standardisation, et des données qui vont combiner très souvent ce que les Homo sapiens en tant que capteurs sont capables de produire en termes d'observation, de suivre des règles, de comptage ou je ne sais quoi, et coupler ça parce que l'individu qu'on est, avec tout notre savoir, toute notre intentionnalité, peut apporter et compléter en termes de données qui vont constituer la donnée, la participation et le protocole, les données qu'on va demander. Dans Mission Hérisson, par exemple, il y a aussi toute une description du jardin et des pratiques dans le jardin qui sont là derrière pour répondre à la question de recherche de qu'est-ce qui fait que les hérissons sont plus ou moins actifs, présents et plus ou moins actifs dans un jardin. Et ça, on peut le voir, on peut faire une analogie avec les données capteurs. Hein, c'est dans quelle mesure ces données capteurs peuvent être couplées avec des données qui viennent des producteurs eux-mêmes et qui vont enrichir la donnée au moment où elle est produite. Et donc, on a déjà eu pas mal d'exemples ce matin de cette potentialité. Le deuxième et dernier exemple que je voulais vous montrer et qui va illustrer aussi l'importance des échanges, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Donc ça, c'est beaucoup plus ancien, c'est une dizaine d'années, mais on l'a repris avec notre charte, enfin notre façon de faire de mosaïque. Donc ici, on fait une collection photographique des différents insectes qu'on peut voir butiner une espèce de fleur pendant 20 minutes. Et on met en ligne les données. Alors ici, vous voyez, la géolocalisation est beaucoup plus précise parce que le Speeple ne se fait pas principalement dans le jardin. C'est quelque chose qui est portable, comme donc la possibilité de retrouver l'individu à partir des données est beaucoup plus limitée que quand le protocole prévoit que c'est dans le jardin que ça se fait. Je voulais illustrer ici un petit peu les données. Donc ici, une collection avec à nouveau ce système de validation qui, depuis 2019, se fait par les participants eux-mêmes. Chaque donnée est validée chaque identification est validée une fois que 3 participants différents ont proposé ces validations. Et aujourd'hui, il faut à peu près 24 heures pour avoir ces données validées. Donc c'est assez performant pour des communautés qui sont relativement petites. Hein, c'est quelques centaines de participants et qui sont hyper actifs. Et puis l'autre chose, c'est tout ce qui est commentaires dans ces participations, qui s'avère être un espace où il se passe plein de choses intéressantes pour ce type de projet. On avait fait une analyse il y a 2 ans, donc sur l'ancienne version, qui avait compilé les 40 000 premières collections de Speeple et comptabilisé près de 80 000 commentaires. Donc c'est pour vous montrer un peu le dynamisme du réseau social qu'il y a derrière, avec des participants qui
qui sont extrêmement présents, puisqu'il y a il y a 16 participants qui ont fait plus de 1000 commentaires chacun, et dont parmi eux 14 qui ont fait plus de commentaires que le community manager qui est payé pour animer le réseau de participants. Donc on a des participants qui sont plus investis dans l'animation que le professionnel, entre guillemets, qui était là pour ça. Alors on a regardé ces commentaires et c'est assez étonnant la richesse et la qualité de ces commentaires. Il y a vraiment une générosité de la part des participants à non seulement apporter de l'information, mais l'apporter dans le ton et la qualité avec de manière vraiment très, très généreuse, comme je disais. Et puis d'enrichir aussi là, ce que l'on appelait la rubrique biologie-écologie dans ces commentaires. Ça, c'est une catégorisation a posteriori. On voit que ça participe de l'animation aussi de manière totalement volontaire et délibérée. Alors il y a pas mal de commentaires aussi qui rappellent à l'ordre, les appellent à respecter le protocole. Et ça, c'est quelque chose qui est assez significatif dans le processus de ce qui est en place dans ces protocoles, dans ces dispositifs. Parfois des réflexions sur le programme, on a comment dire, des retours ou des suggestions qui nous viennent à travers ces commentaires. Et puis beaucoup qui relèvent vraiment je dirais de la socialité, donc d'avoir des petits retours sympas entre contributeurs. Une des choses auxquelles on avait des craintes qui n'étaient pas fondées finalement, c'est d'avoir un phénomène de troll ou de personnes négatives ou qui viendraient envahir notre système. Et c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas constaté, jamais dans aucun programme. Alors, on n'a pas énormément de recul et peut-être qu'on aura une mauvaise surprise un jour, mais on n'a pas eu ce type de phénomène. Il y a énormément de bienveillance en fait dans ces commentaires. Et ce que ça nous a appris surtout, c'est tout ce qui se passe là-dedans en termes de partage et d'interaction entre participants autour des données qui sont produites, et qu'on peut finalement voir plusieurs phénomènes se mettre en place, et en particulier cette forme de conseil, j'ai déjà dit, et puis de contrôle social en fait sur ce qui est en train de se passer. Il s'avère que les participants sont plus exigeants que nous, porteurs de projets scientifiques, experts, etc., sur la qualité des données qui sont produites. Ils sont plus rigoureux, rapides et précis à détecter des écarts au protocole. Et on en est venu à proposer ce que j'appelle la martingale des sciences participatives, en tout cas de celles qui suivent un peu ce schéma, que les données doivent être visibles de tous, commentables par les participants et modifiables par l'auteur. Visibles parce qu'elles servent là c'est pas tant une philosophie open data qu'une fonctionnalité très pratique. Quand on voit les données des autres, ça nous sert de tutoriel pour savoir ce qu'on nous demande. Et puis, il y a un autre phénomène qui est qu'on va copier sur les autres la manière dont le protocole est interprété, ce qui va permettre une forme d'homogénéisation des données, en tout cas de l'interprétation du protocole et du type de données qui est mis en place. Et puis, à travers ces commentaires, il y a aussi toute cette constitution d'une communauté qui se met en place, qui va vraiment former ses propres règles de délibération et ce contrôle qualité. Et on insiste aussi pour que ça soit l'auteur des données qui modifie ces données. Quand on parlait de Speeple, c'est lui qui va changer le nom quand il y a une suggestion de réidentification, changer le nom d'identification plutôt que ça soit écrit par un expert sur la donnée. Voilà, donc ça c'est un petit peu je dirais notre recette. Alors j'en reviens à Mosaic. Donc c'est une unité de service qui a été créée au 1er janvier cette année, qui a une co-tutelle entre le Muséum et Sorbonne Université, qui hérite de tout le savoir-faire du Muséum en termes de sciences participatives, biodiversité, autour des projets Viginature notamment, et puis aussi d'un investissement d'avenir, 65 millions d'observateurs, qui était un appel à projet dans le cadre du PIA 2010, diffusion de la culture scientifique et technique, et qui visait à développer, structurer et pérenniser les solutions numériques pour les sciences participatives, et qui a conduit à
la mise en place d'une équipe complète, informatique, qui est capable de développer ces solutions, hein, parce que les sites que je vous ai montrés ont été développés par 65e au Mosaïque, en tout cas par une équipe informatique qui est au muséum, recrutée pour ces projets. Et donc on est devenu une unité de service qui va accompagner les projets dans toutes sortes de disciplines. On est interfacultaire au niveau de Sorbonne Université, donc on est aussi bien mobilisé par les sciences de l'ingénieur que la médecine ou que des humanités pour ça. Et on va en fait dérouler cet accompagnement depuis les aspects les plus métiers, hein, d'accompagner les porteurs de projets autour d'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces séances participatives, par exemple, pourquoi aller embêter tous ces pauvres gens si on n'a pas besoin de vital, des données qui sont produites par ces gens. La stabilisation du protocole, c'est aussi quelque chose sur lequel on a souvent besoin de revenir. Et puis, toutes les réflexions autour de ce que c'est que l'importance de l'animation qui va le faire, des motivations des participants et du développement des sites de participation, et puis accumuler, sans qu'on soit vraiment spécialiste, mais accumuler pas mal d'expérience sur ces aspects juridiques, déontologiques, qui sont de toute façon des choses qui sont en constante évolution. Alors pour ça, on a une équipe assez complète, je vous ai dit, une quinzaine de personnes aujourd'hui, qui vont se dérouler tout au long du projet, et en particulier toute la partie conception de site, une fois que le projet est stabilisé. Alors on n'est pas les Pères Noël, pour autant on vit principalement des projets qu'on accompagne, c'est-à-dire que ce sont les porteurs de projets qui nous financent. Alors concrètement, ça veut dire qu'on est très souvent partenaire d'appel à projets, recherche, et nos principaux financements viennent aujourd'hui d'ANR ou de projets européens H2020 ou d'autres, dans lesquels en fait on est en quelque sorte sous-traitant pour la conception et la réalisation de projets de sciences participatives pour les porteurs de projets.